c'est parti. Ce webinaire démarre, il s'appelle Productivité du transport. Il va traiter de l'ingénierie de la marchandise. Ce webinaire a été proposé par notre partenaire B2P Web. Étienne Tournier a passé quelques temps à trouver les bonnes personnes pour pouvoir participer à ce webinaire, et je l'en remercie puisque il nous a trouvé une personne vraiment fantastique que j'ai eu l'occasion de découvrir et qui a une forte expérience dans le transport. Et donc, ce webinaire, c'est David qui va nous l'introduire. Moi, je vais juste vous indiquer encore une fois, vous pouvez chatter sur le webinaire, nous poser des questions et nous verrons si nous répondons en direct ou si nous démarrons ou si nous répondons vers la fin sur un temps de questions-réponses. Donc, c'est David qui va nous introduire ce webinaire et je l'en remercie énormément. Bonjour à toutes et à tous. Effectivement, on est là pour se retrouver pour parler un peu productivité du transport, plus spécifiquement sur l'ingénierie transport de marchandises. Une petite heure maintenant, le temps que tout le monde se connecte, c'est bon, on y va. 45 minutes à peu près d'échange, de questions-réponses aussi au fil de l'eau. De toute façon, toutes les questions, il y aura une réponse, si ce n'est dans la présentation ici, dans ce webinaire, mais si après le webinaire, si on n'a pas le temps d'y répondre à la fin du webinaire. En tant qu'intervenant principal, avec des échanges au fil de l'eau sur les thématiques présentées, voilà, toutes les questions, comme je le disais, aura une réponse. On parlera justement de l'optimisation des flux logistiques avec Thierry Almet, justement l'intervenant principal de Roadbridge, qui se présentera juste après, sur l'ajustement des fréquences de transport et comment cela peut révolutionner, par exemple, votre gestion des stocks et fluidifier votre flux de marchandises. On parlera aussi des choix stratégiques des moyens de transport pour explorer un peu les décisions cruciales pour sélectionner le mode de transport le plus adapté, en conciliant bien évidemment les coûts, efficacité et durabilité, et aussi la gestion des appels d'offres. On peut aussi parler des différents webinaires qui seront présentés sur les prochains mois. Donc celui-ci le 24 janvier, comme je le disais, sur l'ingénierie. Il y aura aussi un autre webinaire qui sera présenté le 15 février, toujours avec B2P Web et les différents intervenants ici autour de la table, pour parler opération, tout ce qui est optimisation opérationnelle, mutualisation, remplissage et TMS, gestion des aléas aussi sur le digital, les processus d'accueil chauffeur. Et on parlera aussi un peu d'administration. Notez bien justement le 15 février, c'est un jeudi. Et on parlera le dernier webinaire sur le suivi et contrôle, sur les qualités de prestation, la mesure carbone aussi avec différents intervenants et accompagnement des sous-traitants avec différents cas d'usage. On va pouvoir passer à la présentation aussi des éminents experts autour de la table pour parler de cette thématique. Thierry, je te laisse te présenter. Le micro, Thierry. Yes. Oui, donc Thierry Almès. Donc moi, donc j'ai une expérience bientôt d'une quinzaine d'années dans le transport et la logistique. Alors j'interviens sur l'optimisation des flux parce que j'ai été responsable d'ingénierie chez un commissionnaire de transport qui s'appelait Jeffco. Et maintenant, depuis quelques années, j'ai cofondé une entreprise spécialisée dans le sourcing qui s'appelle Roadbridge. Voilà. Très bien, merci Thierry. Jean-Baptiste, tu peux te représenter. Oui, alors moi, j'enlève la casquette président de l'association, puis je remets ma casquette d'ancien responsable transport du groupe SEB, où j'ai opéré sur un périmètre international et avec du maritime, de l'aérien, mais aussi du transport routier avec des milliers de FTL et de LTL à gérer par an sur un périmètre continental. Donc voilà, de l'expérience à partager aussi sur ce sujet-là. Très bien, c'est parfait, on est là pour ça. Étienne, je t'en prie, vas-y. Alors moi, Étienne Tournier, j'ai découvert le monde du transport il y a 4 ans, malgré peut-être mon grand âge, et c'est un monde qui m'a fasciné, qui me fascine, et je m'occupe plus particulièrement aujourd'hui de tout ce qui est relation avec les clubs, associations, supply chain, dont un peu supply chain, nous sommes adhérents, nous sommes partenaires, et ça me permet de rencontrer beaucoup de monde et d'entendre un petit peu les attentes des donneurs d'ordre, des transporteurs, des commissionnaires, et puis tout ce qui est relation avec les éditeurs complémentaires à nos solutions.
Ok, très bien. Bah, je vais me présenter aussi quand même. Donc David Pouchard, je suis responsable du pôle projet au sein de la société B2P Web. Je chapeaute en fait l'ensemble des équipes chefs de projet en phase d'avant-vente, après-vente, toute la partie aussi mise en place des interfaces avec les chefs de projet à interface TMS ERP, les Customer Success Managers et aussi le Partnership Manager qui est Étienne ici présent. Voilà, j'ai un passif aussi dans le transport et la logistique de plus de 15 ans dans le transport et la logistique. Voilà. Donc, merci à tous de cette bonne présentation. On va enchaîner après derrière avec le petit sommaire du pourquoi on est là, les enjeux de l'optimisation des flux. On parlera justement un peu des différentes boîtes à outils avec des cas concrets et justement les différents cas d'usage utilisés. Et on finira justement sur la question des achats et aussi sur la partie devoir de vigilance qui est important à prendre en compte. Donc tout d'abord, Thierry, sur une combinatoire complexe, tu voulais dire un petit mot justement pour rentrer dans le vif du sujet. Oui, donc au niveau de l'optimisation des flux, on se situe, donc pour contextualiser, on se situe en amont de l'achat du transport. Si je suis une usine, par exemple, et que j'ai envie de remettre en appel d'offres l'ensemble de mes flux transport, j'ai le choix d'envoyer directement finalement mes flux avec point de départ, point d'arrivée, quantité au transporteur et entre guillemets les laisser optimiser. Ou alors, je peux faire une phase d'optimisation des flux en amont où je vais les regarder, les combiner entre eux, faire un certain nombre de choix et envoyer au transporteur non plus simplement des flux, mais également par paquet de flux, une organisation qu'on aimerait mettre en place. Normalement, ça débouche sur un meilleur ciblage des transporteurs et une meilleure maîtrise de ces coûts de transport. Par contre, de faire cet exercice-là, ça demande de gérer pas mal de paramètres et ça peut être assez vite, assez complexe. Parce que premièrement, vous avez vos propres objectifs à prendre en compte, c'est-à-dire le niveau de service qu'on souhaite avoir, le niveau de coût, le niveau d'émissions carbone qu'on souhaite atteindre. Vous ne souhaitez pas, en général, pas dégrader le niveau de stock. Et puis après, à côté de ça, vous allez avoir une myriade de possibilités pour construire, designer votre plan de transport, parce que vous allez avoir à disposition plein de schémas de transport à étudier, messagerie, lot, camion complet, multimodal, etc. On en verra un certain nombre. Et dans chaque schéma de transport, vous avez les moyens de transport possibles dedans. Exemple, si vous faites du camion complet, vous pouvez faire de la semi-remorque standard, de la méga, du gigaliner. Vous avez beaucoup de choix à l'intérieur de beaucoup de choix. Et enfin, vous avez des contraintes à respecter. Forcément, vous faites des choix, il faut quand même vérifier que les infras sont dispo. Vous avez des contraintes en expédition en réception, notamment tout ce qui est quai arrière, quai latéral, qui a un énorme impact sur l'optimisation des flux, est-ce que c'est opérable ou pas. Et après, tout ce qui est financier légal, donc les contraintes douanières, les contraintes de production, etc. Donc, ça fait un grand tas de données à prendre en compte. Il ne faut pas s'y perdre. C'est pourquoi, moi, au travers de mon expérience, je vous propose on va dire une grille de lecture qui est totalement… il faut vraiment la prendre comme une grille de lecture, c'est-à-dire qu'elle peut être… évidemment, on peut y ajouter des choses, on peut la challenger. Mais moi, ça me permettait de pas trop m'y perdre et d'aller assez vite. Donc, l'idée, c'est avec vos flux, de pouvoir les mettre dans des cases pour commencer après à itérer sur des études ciblées. Parce qu'il faut être assez précis. Ça, je pense que j'apprends rien à personne. Dans les études de transport, pour aller chercher des gains, faut pas être, on va dire, c'est l'épaisseur du trait en général. Donc, moi, la grille de lecture que je vous propose, c'est on segmente par taille de flux, on va dire les colis et quelques palettes. En général, quel que soit le kilométrage, on pousse plutôt vers de la messagerie. Et encore, ça se discute. Après, tout ce qui est LTL, donc c'est des flux qui vont être entre 2 mètres de plancher, on va dire, et 10 mètres de plancher. Et là, suivant la distance, vous pouvez soit les optimiser, soit les laisser optimiser à vos transporteurs, soit les donner les combiner entre eux pour faire du multi-stop. Ça, c'est quand vous êtes inférieur à 200 km. Puis si vous êtes supérieur à 200 km, vous pouvez toujours évidemment les donner à vos transporteurs, mais vous avez, on va les voir ensemble, des solutions notamment de groupage. Et enfin, quand on a des camions complets, pareil, on va discuter, on présentera des solutions d'optimisation dessus, que ce soit le multimodal, évidemment, pour la longue distance. Et puis, pour une distance un peu plus courte, je vous présenterai une solution
à laquelle on ne pense pas toujours, mais qui peut avoir une grande efficacité, qui est le trailer yard. Donc, c'est l'utilisation de parking, de remorques pour venir optimiser votre transport. Donc, voilà, l'idée derrière, c'est d'avoir une grille de lecture, de faire des études successives. Et moi, je gardais toujours 2 mantras en tête. Premièrement, c'est privilégier les solutions de mutualisation, parce qu'en général, mutualisation, qu'elle soit multisite, multifiliale, entre chargeurs, peu importe, mais c'est souvent des solutions qui ont été moins étudiées, donc plus facile pour les faire du gain. Et deuxièmement, garder de la simplicité, c'est-à-dire ne pas faire un gros patchwork de flux un peu partout, parce qu'après, il faut quand même aller expliquer aux gens ce qu'on veut faire, il faut acheter et il faut opérer. Il faut garder une certaine simplicité, quitte à être potentiellement moins optimum en termes de coût. Donc maintenant, on peut rentrer directement dans le... N'hésitez pas, s'il y a des questions, des remarques à intervenir. Je pars sur le multimodal parce que on en parle beaucoup et c'est quand même la solution numéro 1 pour des flux longue distance, surtout quand on souhaite décarboner. Pour avoir un ordre de grandeur, si vous faites du ferroviaire, vous allez avoir 80% de gain carbone. Bon, aujourd'hui, difficile de faire mieux. En termes de rentabilité économique, on peut en trouver. Souvent, on dit c'est compliqué, c'est plus cher. On peut en trouver, mais c'est vrai qu'il faut... Clairement, il y a beaucoup de coûts fixes, donc il faut absolument avoir des volumes réguliers et qui remplissent très bien le train en aller-retour. Genre en ordre de grandeur, au moins 80%, mais des fois, ça peut être plus. Et ensuite, il faut limiter ce qu'on appelle le pré- et le post-acheminement parce qu'il coûte un peu plus cher au niveau de la route. Et donc, éviter d'avoir trop de distance par route pour rallier la gare ou de départ ou pour rallier votre point de destination depuis la gare d'arrivée. Donc là, moi, en général, l'ordre de grandeur que je donne, c'est éviter d'avoir plus de 15% de distance par route par rapport à la distance de l'attraction. C'est vraiment un guideline, hein. C'est pas une science exacte. Et voilà, ça vous donne un esprit. Et ce qui est dur dans le multimodal, c'est que vous avez 2 solutions. C'est soit vous appuyez sur des services existants, parce qu'il y a quand même des services existants d'opérateurs, mais on ne les connaît pas tout le temps. Ou alors, ouvrir de nouveaux services, sauf que pour faire un train, il faut 40 camions. Donc, ça devient vite compliqué tout seul. C'est pourquoi, moi, je vous conseille une plateforme qui s'appelle Appel d'Air, qui est gratuite et qui va vous permettre de faire ça. Alors, je ne sais pas si on a le temps pour que je puisse juste montrer un écran d'Appel d'Air. Pour que vous puissiez voir à quoi ça ressemble. Hop. En attendant, je vais meubler, puisque moi, je l'ai fait, ce travail quand j'étais chez le groupe SEB. Pour trouver des opérateurs qui faisaient du train, c'est simple, je préconise à tout le monde d'aller au Top Transport à Marseille. Il y a plein de personnes qui proposent en fait du multimodal. Et dès 2013, moi j'en trouvais. Et souvent ils disent ouais, j'ai un train, il n'est pas complet, justement, je cherche des gens pour le compléter. Et c'est là où on a des vraies opportunités. Et puis à l'inverse, faut aller voir aussi des gens qui font déjà du multimodal, donc des transporteurs qui se sont dit je vais faire du routier, puis je vais aussi proposer des offres multimodales à mes clients. Et eux, quand vous commencez à les mettre des flux sur le tapis, ils commencent à réfléchir aussi, se dire si on combinait avec plusieurs clients, on pourrait peut-être ouvrir ce nouveau service et on en a ouvert avec le groupe SEB. C'est passionnant. Donc, autant en national. Donc, en national, c'est possible. Et puis, en intra-européen, c'est également possible. Il y a plein d'opportunités dès qu'on commence à demander aux transporteurs qu'est-ce qu'ils peuvent nous proposer. Ok, très bien. Merci Jean-Baptiste. Du coup, Thierry, tu as pu afficher. Ouais, voilà. Donc l'idée, c'est un exemple. On met ces flux. Donc là, c'est des flux fictifs que j'ai mis pour pas montrer des flux d'une vraie entreprise. Donc on met ces flux et la seule chose qu'on va faire, c'est exactement ce que disait Jean-Baptiste. On va voir 2 choses. On va rechercher les flux existants. Les services existants, donc là, vous voyez, sur vos flux, on vous propose, entre Le Havre et Bordeaux, vous avez Naviland Cargo qui propose un service et qui pourrait correspondre à votre besoin. Et en pointillé, je n'irai pas plus dans le détail, mais vous allez voir des choses des corridors qui pourraient être ouverts avec d'autres chargeurs qui ont mis à disposition de leur flux sur la plateforme. Donc vraiment, l'idée derrière, c'est de pouvoir jouer collectif et pouvoir faciliter en fait ce que Jean-Baptiste a fait tout seul. Et pour vous, de ne pas vous retrouver isolé face à un sujet qui est
là où il y a beaucoup de choses à faire, mais qui est pas évident et qui demande du soutien. Et moi, j'aurais bien aimé avoir cet outil-là il y a quelques années. Hein. C'était plus compliqué. Alors, je le présente parce que c'est un outil qui est gratuit, hein, donc vous pouvez y aller, vous pouvez vous inscrire, c'est gratuit. J'ai mis le lien, donc c'est super, on le mettra aussi dans les messages pour que les gens puissent y aller, puisque c'est aussi ce qu'on veut faire chez Alpes Supply Chain, hein, c'est réduire l'impact environnemental de nos adhérents et plus généralement de tous ceux qui font de la supply chain. C'est ce partage d'expérience qui fait qu'on va tous switcher et trouver des solutions. Voilà. Voilà, je peux passer à la. Je peux me permettre, je pense aussi un outil qui est très important dans une approche tactique et opérationnelle, mais c'est aussi tactique. Ça permet de pouvoir prévoir ses plans plus tard. Exactement. Dire les besoins qu'on a en termes d'infrastructure. Du coup, Étienne, tu peux repartager justement la présentation, s'il te plaît. Et donc ensuite, c'est Thierry qui voulait aborder la partie plus messagerie sur l'optimisation des flux. Je l'ai fait un peu pêle-mêle parce qu'effectivement, on passe du multimodal à la messagerie, les deux extrêmes. Là, simple remarque, moi j'ai été de l'autre côté de la barrière, entre guillemets, pas côté chargeur, mais côté transporteur. Et effectivement, aujourd'hui, tous les transporteurs sur la messagerie, en général, facturent ce qu'on appelle au rapport poids-volume, donc tiennent en compte le volume dans le coût. Ce qui veut dire que quand on est chargeur, un des enjeux quand on veut faire de la messagerie, c'est de limiter au maximum le vide dans ces emballages. Alors, je sais que ce n'est pas très pratique au niveau logistique parce que ça déstandardise les cartons et donc les process à l'intérieur, mais par contre, ça a un énorme impact sur les coûts de transport, que ce soit au niveau du vide à l'intérieur, mais aussi, je pense, ceux qui font des palettes, faire en sorte qu'elles soient gerbables, parce que ça a un énorme impact pour les messagers. Et donc, je prenais le cas d'usage de Cdiscount simplement pour l'illustrer. Il y a d'autres méthodes pour faire, mais eux, ils ont eu une machine, parce qu'ils ont beaucoup de volume, évidemment. Ils ont fait une machine pour faire ils font les emballages au strict nécessaire par colis. Et ça, ils ont eu un gain de transport, une économie de transport qu'ils affichent entre 30 et 40%. Donc, c'est à l'échelle de Cdiscount, c'était une grosse activité, etc. Mais néanmoins, ça vous donne un ordre d'idée sur ce que vous pouvez faire quand vous optimisez les emballages sur des flux de messagerie. Donc voilà, je voulais simplement répondre dessus. Ouais, tu as complètement raison, Thierry. Moi, je l'ai connu aussi dans une grande entreprise et je le vois aussi dans des petites entreprises. Il y a une réflexion à avoir sur l'unité de conditionnement, l'unité de manutention et l'unité de transport. C'est nos trois unités qu'on utilise en physique, en supply chain. Et dès qu'on se pose les questions sur les trois et qu'on travaille à de l'optimisation dessus, il faut que ça soit une volonté de l'entreprise et de la supply chain et aussi en lien avec les méthodes industrielles et tous ceux qui font en amont la R&D, le product development, pour se dire on va faire la chasse au vide à l'intérieur des unités de conditionnement. On va construire des palettes avec plusieurs standards, peut-être même des demi-palettes et des palettes complètes de la même référence, de manière à anticiper toutes ces problématiques qu'on aura après dans l'unité de transport, qui elle aussi doit être optimisée. Donc voilà, il y a un compromis à avoir sur l'ensemble des trois. Et si on ne travaille pas sur les trois sujets, souvent, on est un peu bloqué sur l'un des sujets. Il y en a un qui court après l'autre. Donc, moi, ma reco, c'est vraiment de bosser sur les trois, même si ça va faire des démarches un peu en parallèle, parce qu'il y a du travail derrière. Il y a du travail sur les tailles de colis, il y a du travail sur des calculs de palettisation, sur les fiches articles, sur les fiches palettes, mettre dans les différents outils la master data. Donc, c'est un gros boulot de fond. Mais par contre, à la fin, effectivement, on a quand même des dizaines de points de gain sur le transport in fine, puisque tout ça, ça a participé à mieux remplir les camions, à mieux travailler son poids-volume. Alors, je ne raconte pas en plus quand on fait de l'aérien, parce que là, c'est x10 qu'on gagne à chaque fois qu'on fait de l'aérien, parce qu'en aérien, c'est encore plus onéreux quand on envoie du vide, parce que c'est complètement inutile. Voilà mon petit complément, Thierry, si tu veux bien. Merci beaucoup. Non, voilà, moi, je n'ai pas plus à dire après sur le sujet. Si aujourd'hui c'est comme ça, c'est à mon avis parce qu'il y a quand même pas mal d'années, les messagers
on avait l'impression de ne pas le payer, mais bon, c'était aussi des entreprises qui étaient en très, très, très grande difficulté en termes de rentabilité. Donc, il n'y a pas de magie. Donc, aujourd'hui, c'est des entreprises qui ont essayé de rationaliser, donc forcément faire payer le vide. Donc avec un investissement à la base quand même assez important, mais avec un gain quand même assez considérable de 30 à 40% derrière, quoi. Okay. Voilà, ouais, les machines, là, on parle en centaines de milliers d'euros, voire pas loin du million d'euros quand on investit sur une machine là, qui fait du sur-mesure. Après, vous avez... Ouais. Mais ça, quand on a beaucoup de volume, c'est extraordinaire. Sinon, au moins avoir plus de catégories d'emballage, enfin tout ce qui peut faire en sorte, et je sais que c'est problématique parce que ça déstandardise à l'intérieur de l'entrepôt, hein, mais c'est un gain de transport derrière. Donc c'est l'arbitrage à faire. Il y a vraiment un super plan pour justement garder de la standardisation et garder de la diversité. C'est aussi la norme des emballages Galia. Ça, c'est vraiment génial puisque vous avez toute forme d'emballage et en fait, ça traduit le petit Tetris qui est à gauche. Vous avez des A1, A3, A4, un peu comme les feuilles, hein, avec ou sans coiffe. Donc, il y a plusieurs typologies de cartons. Par contre, ils sont tous proportionnels. Et donc, c'est magique. Une fois qu'on les met sur une palette, la palette elle ressemble à quelque chose. Parce qu'elle est proportionnelle au taille de la palette. Voilà. C'est très clair, merci Jean-Baptiste et Thierry. Concernant après les différents axes, on peut parler aussi pour transformer vos achats, on peut parler de groupage, simplement. Oui, alors le groupage, l'idée c'est, si vous avez plein de flux, et ça peut être aussi de la messagerie, hein, mais vous pouvez dire j'ai des lots, et donc 3 mètres de plancher 3 fois par semaine, etc., qui partent de différents fournisseurs et qui arrivent sur différents sites que vous avez. Et vous pouvez le donner à des transporteurs dans l'achat national ou international. L'autre façon de voir, c'est à étudier, parce que ce n'est pas toujours gagnant, évidemment, c'est de dire, je vais rationaliser, en fait, au lieu d'acheter en door-to-door, je vais découper pour acheter par segment et rationaliser par segment et avoir une meilleure maîtrise. Donc, l'idée, c'est de dire, je mutualise mes collectes, quels que soient les sites, je les amène sur un cross-dock de proximité, et je redispatche en camion complet vers mes sites de destination. Et donc, ce qui va vous permettre de faire un achat plutôt low en régional et un achat complet en national, voire international, avec au milieu un achat cross-dock. Alors, cette rationalisation fait que vous allez augmenter vos fréquences, vous avez un meilleur achat transport. Par contre, forcément, au milieu, il y a le coût du cross-dock. D'ailleurs, il ne faut pas tout le temps cross-docker. Et donc, il faut l'étudier. Mais moi, c'est des choses que j'ai mis en place. Et l'ordre d'idée, ça peut vous rapporter autour de 20, 25, voilà, 20%, une vingtaine de pourcents de gains de transport et augmenter vos fréquences à peu près du même ordre. Donc, c'est pas négligeable. Vraiment, là, on rentre dans le détail et là, tu as raison, Thierry, il faut commencer à étudier son plan de transport et faire des simulations. Donc, il va falloir commencer à avoir des prix, des volumes et des prix pour chacun des segments pour pouvoir faire des évaluations financières justes. Et c'est ça qui va faire transformer l'entreprise, hein, parce que quand on veut passer d'un mode à l'autre, souvent, on se dit c'est trop compliqué, mais quand il y a des gains derrière, là, ça parle un petit peu et on a envie de changer ça. Et les gains, ils ne sont pas que financiers, tu l'as dit, hein, c'est la fréquence. Et moi, je tiens à dire que quand on joue sur la fréquence, on joue aussi sur le niveau de stock et donc la trésorerie de l'entreprise. Et ça, c'est important, c'est la ressource de l'entreprise, la trésorerie. Si elle n'en a pas, c'est plus dur pour elle. Donc, effectivement, on est dans le détail, hein, parce que moi, je me souviens, des fois, il y avait des lots, on disait pour telle usine, on demandait à charger telle usine en premier pour que ça soit au fond du camion, parce que quand on arrivait sur le cross-dock, on ne déchargeait pas le dernier flux et on rechargeait la traction directe. Donc, ça a évité un passage à quai, en fait. Et donc, quand vous mettez tout ça ensemble, vous arrivez à des gains assez importants. C'est des démarches d'amélioration continue quelque part, hein. Comme dans le lean manufacturing, hein, sans le citer, mais on essaie de supprimer toutes les opérations qui n'apportent pas de valeur dans cette chaîne de valeur. On dit que le transport, ça n'apporte rien, mais si on le gère mal, ça coûte beaucoup plus que ça ne pourrait coûter s'il était un peu optimisé. Donc, on supprime les gaspillages, tout simplement. Très bien.
Du coup, on parlait de groupage, transformer vos achats. On revient un peu sur la thématique de tout à l'heure sur le trailer yard, justement avec Thierry toujours. Oui, alors trailer yard, c'est des parkings de remorques. Donc l'idée, c'est vous avez une usine. Au lieu que le camion arrive direct, va sur le quai, attendre d'être déchargé, puis quand il est déchargé, il y a un autre quai pour recharger avec des emballages. Ça peut prendre du temps, des organisations et tout. L'idée, c'est de dire, parfois, il est intéressant de faire un parking. Le chauffeur arrive, il pose la remorque, il en prend une autre en un quart d'heure, c'est fait. Et donc, ça vous permet de limiter les temps d'attente, d'optimiser, c'est beaucoup plus facile de boucler, d'optimiser le transport. Et évidemment, côté usine, ça vous permet d'appeler la remorque quand vous avez les ressources disponibles. Donc, vous pouvez vraiment écréter votre activité sur les quais. Et vous déportez les stocks aussi à l'extérieur. Donc, c'est dans des surfaces qui sont moins nobles qu'à l'intérieur de l'usine. Donc, ça peut coûter moins cher. Donc, en fait, c'est 3 niveaux de gains. Ils doivent compenser des surcoûts, parce qu'il y a des surcoûts, parce que forcément, il faut faire un parking. Il faut avoir parfois un pool de remorque un peu plus important. Il faut que vous ayez un chauffeur avec ce qu'on appelle un tracteur de cours qui va venir prendre la remorque quand elle est appelée par les quais pour l'amener sur les quais et la ramener sur le parking. Donc, tout ça, c'est des investissements. Donc, c'est pour ça qu'en général, c'est très rentable quand vous avez des flux qui sont plutôt bouclables. Vous avez des heures d'ouverture qui sont très amples. Vous pouvez amortir votre investissement sur beaucoup d'heures. Et vous avez des contraintes de production et de personnel sur les quais qui font que vous dégagez beaucoup de gains. Moi, dans les projets que j'ai faits, les clients faisaient en sorte que les gains de transport compensaient les investissements. Et donc, tout le reste, c'était pour eux. Les gains sur les surfaces et le personnel. Donc, ça vous laisse... c'est important. Et Jean-Baptiste, peut-être dans l'expérience aussi là-dessus, en Retex Ah oui, tout à fait, parce que nous, en maritime, c'est le même système. On reçoit des conteneurs et souvent, sur un bateau, on avait plus de conteneurs que la capacité de l'entrepôt à les accepter. Donc, par exemple, j'ai 200 conteneurs qui arrivent sur un bateau et j'ai une semaine pour l'absorber, mais j'ai que 10 quais. Donc, je n'arrive pas à les absorber. J'ai beaucoup de surcoûts qui vont être occasionnés au port, des frais de stationnement, etc., etc. Et surtout, nous, on n'avait pas réfléchi à ça, c'est que le conducteur, il attend pendant tout le temps du chargement avec son conteneur, le temps qu'on décharge tous les petits cartons, parce que c'est en plus chargé en vrac. Et donc, on s'est aperçu que ces 3 à 4 heures d'attente, plus les frais qu'on avait sur les ports, il nécessitait un peu de réfléchir dessus. Et on a mis en place un tracteur de parc. Ce tracteur de parc, il brasse des remorques, donc il a fallu construire un parking. Bon, qu'est-ce qu'on a gagné comme souplesse après, parce que on peut absorber tous les flux. On n'avait plus de problème d'être soumis aux problèmes d'horaire des terminaux, donc on pouvait sortir les produits comme on avait. On parle de centaines de milliers d'euros de gains faciles qui compensent largement le coût d'un tracteur de parc entre 50 et 150 000. Donc là, c'était il y a quelques années, et là, je vois que maintenant, il y a même des tracteurs de parc électriques qui sortent, donc encore moins polluants. Et il y a même des tracteurs de parc électriques sans conducteur, avec un conducteur qui a un joystick, et ça, c'est une entreprise française qui fait ça. Et donc, ça limite aussi les permis nécessaires pour le tracteur de parc, les autorisations. Donc, c'est vraiment un truc à travailler, parce qu'il y a des gains qui sont énormes, surtout en fluidité, parce qu'on peut choisir le bon produit au bon moment. Donc, on peut aussi coordonner ses ventes à cette arrivée de camions, et non plus subir le flux, d'être obligé de prendre un flux dans un sens qui ne nous arrange pas. C'est nous qui gérons le sens du flux en fonction des niveaux de stock. Donc, les gains, ils sont phénoménaux quand on regarde vraiment end-to-end, et les prix, et on gagne beaucoup en transport par la suite. Okay. Évidemment, on gagne en transport parce que vous avez des choses toutes bêtes, mais le fait de ne pas attendre, c'est aussi un véhicule qui n'est pas immobilisé. Donc, en fait, il tourne beaucoup plus, donc il fait beaucoup plus de kilomètres sur une année, donc il s'amortit beaucoup plus facilement et donc ça coûte moins cher aux transporteurs. Donc voilà, vous avez plein de petits leviers. Parce que le transporteur, en fait, il essaie de facturer le prix d'un véhicule qui marcherait en fonctionnement, sauf qu'il est en train d'attendre. Et donc, il perd de l'argent finalement, parce que nous, on n'est pas forcément prêt à payer ce prix-là. Et quand on coupe la poire en deux, qu'on arrive à mieux travailler avec les transporteurs, lui, il y gagne, parce que comme tu le dis, Thierry, lui, son camion, il va rouler tout le temps. Et donc, c'est comme ça qu'il va gagner de l'argent, c'est en faisant rouler un camion.
Alors, je me permets, n'hésitez pas à poser vos questions à l'ensemble des auditeurs qui nous écoutent. On y répondra sans problème. J'avais juste une petite question, j'anticipe un peu aussi les questions d'après. Pour toi, Thierry, justement, en fait, si on veut adopter une approche globale d'optimisation sur le trailer yard, par exemple, si on dit à date, aujourd'hui, je veux y aller, en combien de temps à peu près on arrive à avoir des résultats assez concrets? En fait, ça dépend de la taille des flux, parce que si vous avez, vous pouvez commencer un trailer yard si vous avez un parking disponible. Il suffit de trouver un camion en quelques semaines, j'ai envie de dire, vous pouvez mettre en place. Après, si c'est parce que finalement, c'est qu'un parking avec un tracteur de cours qui doit être disponible. Souvent sur les sites, il y en a. Donc c'est assez rapide. Après, il suffit juste de se coordonner avec ses transporteurs pour faire l'achat, rompre les contrats et tout. En général, moi, quand je déploie un projet, c'est 3 mois. Quand je déployais un projet, c'était 3 mois. Ok, avec tout l'accompagnement au Et changement. bon, on arrive sur des choses. Bon, en fait, on est en mode projet. Faut bien analyser la situation. Moi, je me rappelle que il avait fallu qu'on fasse le parking. C'était pas très compliqué, on avait le terrain, mais il avait aussi fallu créer la clôture pour sécuriser le parking. Des choses en fait très basiques. C'est des petits investissements, c'est pas très très cher, mais en tous les cas, voilà, faut vraiment être coordonné en mode projet. Puis il y a l'achat du tracteur de parc. Donc ça aussi, c'est à prendre en compte. Et puis la formation des gens qui vont faire ça. Donc ça peut aussi être une évolution d'un ou plusieurs collaborateurs qui vont être amenés à prendre un peu une autre fonction. Et c'est cette fonction qui va vraiment les aider à réguler après les flux. Donc c'est tout nouveau. En fait, on impacte tout quand on fait ça. Après, s'il y a beaucoup de flux, il faut un outil pour gérer le yard, parce qu'on a vite fait presque de perdre les remorques. Donc le volume, il fait beaucoup quand même. Ok, très bien, c'est très clair. Merci pour ces retours d'expérience très intéressants et pertinents. On parle d'approche globale d'optimisation, mais aussi d'optimisation de longue distance, Thierry, là-dessus. Oui, alors ça je l'ai mis, c'est juste un petit tip. C'est au niveau des boucles, évidemment sur la longue distance, boucler c'est plus intéressant qu'acheter un aller simple. Donc ça, en général, sur les flux, un site l'ont déjà fait tout seul. Mais souvent, il faut penser au potentiel mutualisation que vous avez, à commencer par du multi-site, si vous avez plusieurs sites, multifiliales, voire des fois avec plusieurs chargeurs. Parce que acheter bouclé versus aller simple, c'est 20 à 30% d'économie sur l'achat. Donc, c'est plus contraignant parce qu'il faut respecter les horaires, vous jouez plus collectif, mais par contre, c'est clairement gagnant. Donc, c'est simplement un rappel parce que souvent, ce n'est pas fait simplement parce que les organisations sont silotées. C'est pas plus compliqué que ça. Ok, très bien. Quelque chose à ajouter peut-être, Jean-Baptiste, de ton côté sur cette partie-là? Les longues distances, ce qui est embêtant, c'est qu'on ne peut pas bouger les sites industriels, on ne peut pas bouger nos clients, ça c'est embêtant. Donc c'est un peu une contrainte. Moi, je le vois comme une contrainte, mais ce qui est moins une contrainte, c'est de travailler sur les horaires. Effectivement, c'est clé. Et les transporteurs, c'est important parce qu'il faut savoir qu'ils ont toujours un transport retour quand ils vous offrent un transport aller. Et ça, l'industriel, le distributeur a du mal à le concevoir. En fait, son flux, il va passer dans un boucle aller-retour et cette boucle aller-retour, il ne maîtrise pas forcément le retour. Donc, il a intérêt aussi à questionner ces transporteurs sur c'est quoi le plan de transport. Parce que, imaginons le matin, vous voulez absolument charger le matin et que votre transporteur vous remette un prix et il s'aperçoit que lui aussi il doit revenir le soir. S'il revient le soir, il va faire attendre toute la nuit son chauffeur. Et donc, vous allez payer une nuitée de chauffeur à chaque fois que vous allez avoir le transport. Donc, si vous réfléchissez bien, peut-être que le chargement le soir, ça pourrait être intéressant et que vous n'aurez pas cette nuitée de chauffeur à payer. C'est juste un exemple pour montrer que si vous n'incluez pas toujours les transporteurs dans votre démarche, alors c'est peut-être après avec l'appel d'offres, sur la réflexion sur les horaires, vous allez avoir des difficultés. Et puis la stabilité des flux, on le connaît, il y a des peak seasons qui sont occasionnés par un tas de phénomènes, le Chinese New Year, le Black Friday, les vacances, la météo, ça c'est la vie. Mais il faut quand même l'anticiper. Et donc, moi, je conseille vraiment de donner des prévisions à ces transporteurs. Donc, essayez d'être dans le processus SNOP, le PIC PDP, et de traduire les volumes que vous avez en volume de transport. Donc, si vous avez des fiches articles qui sont bien faites, on sait qu'un camion, c'est 85 mètres cubes. Avec les fiches articles, le volume par article et les prévisions, vous transformez ça en camion. Parce que les camions, ça ne pousse pas dans les arbres.
Et donc, il faut que les transporteurs ils s'organisent. Moi, j'ai vu beaucoup d'industriels qui pensaient qu'ils pouvaient tripler, quadrupler le volume, et quand ça marche pas, les ventes se font pas. Donc, le transporteur, il veut bien faire, hein, mais il n'a pas une capacité infinie. Son moyen de production, c'est le camion. Et le camion, comme je le dis souvent, ça pousse pas dans les arbres. Faut s'organiser, et il faut prévoir ces périodes hautes avec des fois plusieurs prestataires, voire des prestataires qu'il faut tester à un moment donné. Ça, c'est vraiment important. Et alors, pourquoi pas les bourses de fret de manière sécurisée. Ça, c'est important parce que normalement, les industriels n'ont pas droit, sauf que la législation est un peu en train de changer. Donc, je conseille vraiment à un moment de travailler sur l'aspect sous-traitance pour écréter ces volumes. Alors, en fait, on ne va pas les écréter, on va les subir, mais il faut augmenter la capacité de manière temporaire et de manière très importante. Oui, on en parlera un peu dans les prochains webinaires justement sur les choix des sous-traitants. En fait, l'enchaînement est tout trouvé aussi, Jean-Baptiste, sur la partie partenaire transporteur justement, sur la partie achat, Thierry. Oui, alors, parce que quand on a fait l'optimisation des flux, après, il faut acheter. Là, ce n'est évidemment pas un cours magistral sur les achats, mais simplement quelques petits rappels qui sont souvent de bon sens. Hein. Il y a l'achat et après, il y a le run. Et souvent, ce qu'on s'aperçoit, c'est que quand l'achat a mal été préparé, il y a des coûts de démarrage et des coûts de run qui peuvent exploser. Donc, on a des mauvaises surprises. Et pour éviter ça, vaut mieux que les transporteurs pour le coup, souvent, soient vos partenaires. Et 3 conseils. Petit 1, hyper détailler les processus opérationnels dès l'appel d'offres pour qu'ils puissent répondre en toute connaissance de cause et vous faire des propositions. C'est un peu ce que disait Jean-Baptiste juste avant. Hein. Deuxièmement, ils ont une trésorerie hyper faible, donc si vous voulez avoir beaucoup de réponses et qu'ils soient proactifs, c'est délai de paiement. Essayer d'offrir des bonnes conditions là-dessus. Et troisièmement, poste énergétique, forcément, ça dépend des flux, mais c'est 25%, voire plus, voire 30% de leurs coûts. Et donc, il faut qu'ils ajustent en fonction des coûts énergétiques qu'ils ne maîtrisent pas. Et donc, il faut leur donner des conditions qui soient claires et justes pour qu'ils puissent adapter leurs dépenses au fil de l'eau. Donc ça, si vous faites ça, déjà, vous aurez a priori des transporteurs qui vous aideront fortement et qui ne vous claqueront pas dans les mains lors des démarrages ou pendant le run. Ouais, alors, juste pour dire, c'est souvent un peu la surprise sur le démarrage d'un transporteur. On s'aperçoit que le transporteur savait plus de choses que nous. Donc, en fait, la maîtrise du transport, c'est aussi du savoir-faire du transporteur. Et ça, moi, je conseille à tous les industriels distributeurs de l'encapsuler dans ce qu'on appelle le Standard Operating Procedure, SOP, c'est-à-dire une procédure standard de fonctionnement en français. Et donc, de bien clarifier qui fait quoi, quand, à quel moment, quel document on se transmet, à quel moment, quel système informatique on va utiliser, qui l'utilise, les droits, etc., avec les KPI, etc. Parce que tout ça, le transporteur, en fait, il faut qu'il le mette dans ses coûts. Parce qu'il ne faut pas qu'il devine, au moment où il reçoit le transport, qu'il doit charger le matin, alors que lui, il avait estimé que dans son plan de transport, il valait mieux qu'il charge le soir. Parce que tout le travail qu'on a fait en amont, eh bien, en fait, il est un peu détérioré au moment où on fait l'appel d'offres. Et donc, on a des fausses surprises. Le gain de 100 000 euros qu'on avait identifié, ils font comme neige au soleil, il devient 20 000. Et forcément, on n'a pas de camion, on n'a pas de moyens de transport, donc notre projet va dépendre des moyens du prestataire qu'on va retenir. Donc, plus on va lui donner du détail, et puis lui, il va pouvoir cocher les cases pendant cette phase d'appel d'offres et dire je sais faire ça, je sais faire ça, par contre, je ne sais pas faire ça. Et nous, pendant l'appel d'offres, prescripteur technique, on va pouvoir dire à côté de notre acheteur qui va négocier, oui, tu peux négocier là-dessus, ou non, tu ne peux pas négocier là-dessus, parce que ça fait partie des constantes importantes de notre projet qui vont permettre de faire le gain ou pas. Voilà. Non, mais c'est exactement ça. C'est primordial pour éviter que tout projet, il y a des variations. Mais c'est ça évite qu'il y ait des grosses variations et des mauvaises surprises. Quoi. Donc, il faut vraiment inviter beaucoup de personnes aux appels d'offres. Moi, c'est aussi ma deuxième reco. Ça enquiquine un peu l'acheteur parce qu'il va rencontrer beaucoup de gens. Mais en même temps, c'est mathématique. Hein. Plus vous avez de gens qui vont répondre à l'appel d'offres, plus vous allez trouver chaussures à votre pied. Si vous allez dans un magasin de chaussures qui n'est qu'une paire de chaussures, même si elle est trop petite, vous êtes obligé de la prendre. Surtout qu'on voit que les flux, le transporteur lui-même va faire ses optimisations. Donc, la probabilité, si vous n'invitez pas grand monde, que ça convienne au transporteur que vous avez invité,
relativement faible. Et on discutait aussi de ça, c'est le fait de, quand il y a une offre pléthorique, il y a plus de 35 000 transporteurs en France, vous pouvez vous appuyer sur eux aussi pour qu'ils soient force de proposition. Pas mal d'innovation dans le secteur, donc il ne faut pas hésiter à les consulter pour aussi avoir des retours et augmenter votre productivité. Et c'est d'autant plus faisable aussi d'avoir plein de transporteurs qu'aujourd'hui, opérationnellement, il y a des systèmes d'infos qui permettent de les gérer. Peut-être il y a encore quelques années. Quand je dis système d'infos, c'est de côté chargeur, mais aussi côté transporteur. Et donc, il y a beaucoup plus de facilité à avoir de la communication. Voilà ce qu'on pouvait dire. Enfin, moi, voilà ce que je pouvais dire sur les achats de manière la plus synthétique possible. Ouais, et puis moi je rebondis, Thierry, je suis complètement d'accord. Le transport, là, il est en train vraiment de se transformer. Donc, il se digitalise, il se professionnalise encore plus qu'il n'était auparavant. Il y a beaucoup de techno dans les camions maintenant qui permettent de discuter. Donc, le tracking en temps réel, c'est possible. On peut communiquer facilement avec le chauffeur, lui donner des informations très utiles sur son point de déchargement. Moi, j'avais pas tout ça il y a une dizaine d'années quand j'étais responsable de transport, donc maintenant ça me ferait plaisir d'avoir pour encore mieux servir les clients qui ont besoin d'avoir ces informations-là pour eux aussi s'organiser puis réagir quand il y a des aléas. Donc encore une fois, je vais conseiller tout le monde d'aller à 2 salons, le salon Top Transport Marseille, parce que les transporteurs, ils aiment beaucoup leur métier, c'est des passionnés et ils peuvent complètement vous donner des astuces sur toutes les innovations qu'ils mettent en place. Et il y en a beaucoup, c'est impressionnant. Et puis, quand vous voulez en savoir davantage, il y a aussi un autre salon qui s'appelle le salon Solutrans. Il a lieu tous les 2 ans. Donc là, il va falloir attendre 2 ans. C'était cet automne sur la région lyonnaise. Et là, vous rencontrez toutes les innovations au transport. Et donc, il y en a pléthore. Je ne vais pas les donner, mais il y en a dans la remorque, il y en a dans le camion, il y en a dans la cabine, il y en a dans le moteur, il y en a dans la gestion, dans le digital, c'est impressionnant. Et juste compléter aussi sur les 35 000 transporteurs et pour faire le lien avec Étienne, forcément il y en a beaucoup et dedans il faut quand même vérifier la robustesse de chacun parce qu'on n'est pas là pour prendre des transporteurs qui sont en très très grande difficulté et qui pourraient vous-même vous mettre en difficulté et c'est là qu'intervient le devoir de vigilance qui est aussi un atout pour à mon avis aussi pour le chargeur. Alors Étienne, vas-y, si tu veux justement parler de tout ça. Ouais. Devoir de vigilance, ça peut être un mot un peu difficile, c'est un peu compliqué. Je sais que c'est très compliqué pour les transporteurs et pour les donneurs d'ordre d'avoir leurs documents à jour, parce que je vous rappelle que tout donneur d'ordre qui achète au moins 5 000 € hors taxes par an de prestations à un sous-traitant est tenu de vérifier la conformité des sous-traitants dans le cadre de ses obligations légales et complémentaires. C'est important. Je veux dire, dedans, c'est qu'est-ce qu'il y a, c'est le CABIS, c'est les assurances, les licences de transport, l'attestation URSSAF. Et si je m'arrête un petit peu sur l'attestation URSSAF, il faut savoir que l'URSSAF est en mesure, s'il y a un transporteur est en délicatesse avec l'URSSAF regarde dans ses listes de fournisseurs des clients de ce transporteur et peut se tourner vers le plus gros en lui disant votre transporteur n'a pas acquitté ses cotisations, vous allez payer pour lui. Et ça, la loi le permet, malheureusement. Sauf si, effectivement, on a bien vérifié la réputation, c'est devoir de vigilance, on a fait attention et on est à jour du suivi de ces documents. C'est contraignant, c'est très contraignant, mais c'est presque une obligation légale, c'est une protection de l'entreprise. Alors je sais que ça s'adresse aussi pas qu'au monde du transport, à tout type de sous-traitants, mais là, nous, dans le cadre du transport, ça devient très important, d'accord. Voilà, donc que les fournisseurs soient conformes. Oui. C'est quand même un monde qui est atomisé, le monde du transport. On ne peut pas dire qu'il y ait suffisamment de regroupements pour qu'il en reste 3-4 sur le marché. Il y en a 35 000 des transporteurs. Donc, les commissionnaires, les chargeurs, qui sont industriels ou distributeurs, sont exposés à ce risque-là. Ce n'est pas un risque nul. Je rappelle que les transporteurs, ils ont un magazine qui s'appelle l'Officiel des transporteurs et que tous les mois, à la fin, on voit les défaillances d'entreprise et il y en a des pages et des pages. C'est-à-dire qu'il y a des faillites, il y a des cessions
activité. Il y a plein de choses qui se passent dans la vie des transporteurs. Et quand il y a une activité qui s'arrête, si on n'a pas vérifié tout ça, effectivement, il peut y avoir une dette derrière que le chargeur peut être tenu de rembourser en partie. Donc, sauf c'est un s'il risque est en méconnu. capacité de prouver qu'il a bien exercé ce devoir de vigilance. Oui, d'ailleurs, c'est ce que vous faites, vous, B2P Web, parce qu'on s'est rencontrés au travers d'événements d'Alpe Supply Chain et moi, je m'étais aperçu de ça, je ne savais même pas. Du coup, je m'étais aperçu que vous aviez une solution pour faire ça, c'est ça? Une plateforme mutualisée entre transporteurs et donneurs d'ordre, absolument. Je vous dis, aujourd'hui, on a à peu près 23 000 clients dessus et ça aide beaucoup et les chargeurs et les transporteurs. Parce que derrière, aller chercher une attestation URSSAF, un transporteur ou un chargeur, il a autre chose à faire. Ouais, le chargeur, souvent, il joue avec le risque, Oui. clairement, parce que mettre des personnes à faire ces choses-là, on ne voit pas toujours l'intérêt. Et malheureusement, on voit l'intérêt une fois que ça nous arrive. Puis après, là, on met en place le vrai C'est une assurance, dispositif. quoi. Mais le dispositif, il coûte cher quand quand on fait des opérations manuelles. Parce que là, il faut avoir des dossiers concrètement, il faut aller faire des mails, récupérer des trucs et des machins, les stocker, les vérifier. C'est un travail administratif chronophage et sans valeur ajoutée. Alors que là, si on a une plateforme, effectivement, ça simplifie les choses. Ce devoir de vigilance, encore une fois, les transporteurs sont partenaires des donneurs d'ordre. Et ce partenariat, ça va jusqu'au bout. Si un transporteur peut avoir. Toute entreprise peut avoir des difficultés, je dirais, personne n'est à l'abri. Et ça permet peut-être d'anticiper certaines choses et de trouver des correctifs. Peut-être, si vraiment votre transporteur est un partenaire, de voir avec lui comment est-ce qu'on peut l'aider. On est là aussi pour s'aider, on n'est pas là pour se taper dessus, quoi. Il me semble. Voilà. Il vaut mieux anticiper les choses que d'apprendre tout d'un coup que votre sous-traitant est au tribunal de commerce. Oui, parce que de toute façon, ça a un impact sur les flux. Si votre prestataire, il n'est plus là, et que du jour au lendemain, vous n'avez plus de prestataire et que vous avez des volumes en face, concrètement, vous ne faites plus le business. On l'a vu pendant la crise du Covid, pas de transport, pas de business. J'en ai, moi, je vois, sans citer, mais un chargeur dans l'agroalimentaire qui s'est retrouvé tout d'un coup avec un transporteur qui faisait beaucoup de volume avec lui. Il m'a dit, il peut plus, il est au tribunal. Tout son plan de transport était par terre. C'était la panique chez lui. Voilà. Et puis, donc, on rappelle que, il faut anticiper. Et puis on rappelle que l'achat de transport, c'est un achat technique, mine de rien. Il y a de la législation derrière, en plus de la technique pure et dure physique. Et donc, tout le monde ne sait pas forcément acheter du transport. Donc, c'est bien d'être accompagné sur cet aspect-là pour éviter justement d'aller un peu dans le mur. Et alors, dans le devoir de vigilance, il y en a au-delà de l'aspect fiscal. Bien maintenant, il va y avoir un autre devoir de vigilance qui va s'inclure, c'est la mesure CO2. C'est de savoir, en fait, est-ce que mon partenaire transporteur, qu'est-ce qu'il fait, quel engagement il a pris pour le CO2. Ça va être obligatoire très bientôt, 2025. Et donc, pour ça, il y a pas mal de programmes qui vous accompagnent. Pour les transporteurs, c'est EcoCO2, les donneurs d'ordre, les chargeurs, Fred 21, le programme EVE. Je vous invite à vous rapprocher un peu de ces programmes-là. Et ça va faire partie du devoir de vigilance, faut savoir. Alors aujourd'hui, c'est que pour les entreprises de plus de 5 000 employés en France et 10 000 employés dans le monde. D'ici là, d'ici 2030, ou entre 2030 et 2050, on va nous l'imposer, peut-être pour toutes les entreprises. On n'est pas à l'abri. Voilà. C'est le grand sujet du moment. Ok, Ouais, très bien. on rappelle ce décret du 1er juillet 2022 dans le transport, très important sur l'obligation des chargeurs, certains chargeurs, de transmettre dans les communications extra-financières leurs émissions de CO2, ainsi que la méthode qu'ils utilisent, ainsi que d'avoir un plan de transition, c'est-à-dire montrer qu'ils ont une trajectoire bas carbone. Et donc tout ça, ça va être vérifié maintenant par les commissaires aux comptes, le CAC. Donc, c'est pour les entreprises de plus de 5 000 salariés. Par contre, c'est pour les entreprises de plus de 5 000 salariés en France. Je donnerai les éléments, là, je suis en train de les copier, parce que en fait, ça dépend si on est en outre-mer, pas en outre-mer, parce que
C'est valable aussi pour l'administration, hein, qui se met elle-même en contrainte. Il y a des entreprises administratives qui font du transport, des entreprises d'État. Et donc, tout ce monde-là, il va devoir le faire et ça va être vérifié. Donc, c'est passionnant. C'est aussi un game changer parce que quand c'est imposé, on y va un peu à marche forcée. Et c'est toute l'industrie, à la fois des chargeurs et des transporteurs, qui est en train de se poser des questions, de se rendre compte que il faut accélérer. Donc, c'est passionnant. Il faut le vivre comme une opportunité. Voilà. Et c'est là où, encore une fois, je dirais, le donneur d'ordre va accompagner son sous-traitant transporteur, je dirais, à l'aider à passer ce cap, à peut-être mieux s'équiper. Là, il y a encore aussi des solutions qui sont en train de se mettre en place sur le marché. Beaucoup de choses se font. Voilà, il faut être attentif. Alors, effectivement, j'ai fini juste parce que le digital, il va nous aider là-dedans encore une fois. Hein. Oui. On le verra certainement plus tard. Moi, j'ai connu le digital où on fait à la main le calcul des émissions de CO2, distance par poids par facteur d'émission égale l'émission de CO2 d'un transport. C'est un peu chronophage, même quand on est bon en Excel, on n'est pas toujours sûr de son résultat. Et il faut savoir que pour s'améliorer, il faut mesurer. Et encore là, je pense que le digital maintenant est en train de venir à la rescousse de nos problèmes. Il faut de la data. Data is gold. Très bien. Je crois que je vois le temps qui tourne. Il nous reste quelques minutes à peine avant la fin de ce webinaire. Je ne sais pas si Jean-Baptiste, tu as des questions dans le flow. Non, en fait, j'ai eu des remarques. Donc, merci à Philippe et à Claire parce que j'ai parlé du Top Transport Marseille. Je l'aime beaucoup. 32e édition cette année, mais Claire et Philippe, nos adhérents, nous rappellent quand même que le SITL, il fait partie, c'est un des incontournables, et que Claire nous dit qui est souvent exposante, hein, elle nous dit ils veulent revenir vers l'essence originale, le transport et la logistique. Donc on va voir cette édition du 19 au 21 mars. Merci beaucoup Claire et Philippe. Mais il y en a d'autres des salons. Hein, il y a le Top Transport Europe, il y a le CELO, il y a EcoClass Logistique. Je vais tous les citer parce que c'est tous des très bons salons. Faut y aller. Allez sur les salons, c'est là où on peut sourcer. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. En tous les cas, c'était le webinaire qu'il fallait démarrer pour parler de digitalisation du transport parce que c'est important de travailler sur ces éléments de fond, l'ingénierie transport pour optimiser. Si on ne fait pas ça, généralement, on reste sur un schéma où je fais des appels d'offres de manière continuelle pour essayer de mettre en concurrence les transporteurs. Et ça a une limite. C'est comme la limite planétaire. À un moment, le transporteur, il ne peut pas rogner sur sa marge. Il faut qu'il vive. Et on ne peut pas toujours avoir des gens qui viennent par opportunité sur nos business parce que ça change les opérations en permanence. Donc, je crois que le webinaire est terminé puisque nous n'avons pas... Ah, on a une question. Alors, c'est Oué Ekeikias qui nous pose la question, est-ce qu'on peut revenir sur les boucles? Comment intégrer le freight forwarding là-dedans? N'hésitez pas à réagir. Thierry, n'hésite pas à réagir. Qu'est-ce que tu vois sur les boucles? Comment on pourrait intégrer le freight forwarder là-dedans? Donc, on rappelle, freight forwarder, c'est soit le commissionnaire de transport, soit celui qui va travailler en fait en tant que mandataire, le transitaire. Comment on l'inclut là-dedans? Oui, normalement, c'est un des boulots quand même du commissionnaire, hein, c'est de boucler à la place, à la place du chargeur. Donc, si vous passez directement pour l'aider à boucler et donc potentiellement vous donner de meilleurs prix, il y a un point qui est assez important, c'est sur les horaires, moi je pense. La flexibilité en fait. Pourquoi pourquoi un commissionnaire va aussi avoir du mal quand il source auprès de ses transporteurs pour boucler? C'est souvent parce qu'il y a incompatibilité de contraintes, notamment horaires, entre les flux. Donc ça, je pense que c'est pour pouvoir, si vous voulez aider votre freight forwarder, il faut leur apporter plus de flexibilité. Le trailer faisant partie de ça. Hein. Typiquement, ça permet d'enlever une contrainte.
Exactement. Moi, je vais compléter ce que tu dis, Thierry. Quand je faisais des études de transport, moi, ce que je faisais, c'est que je donnais mes flux au transporteur et je lui disais, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Et je lui donnais l'ensemble des flux pour qu'il voit l'ensemble du gâteau. Le gâteau dans le sens, l'ensemble du business pour qu'ils se disent, moi, là-dedans, qu'est-ce que j'aimerais faire? Et c'est génial parce que, en fait, ces entreprises, elles ont aussi des ingénieurs, elles ont des gens qui travaillent, ils ont des bureaux d'études, ils font de l'innovation. Ils sont souvent plus forts que nous-mêmes. Donc, quand on leur donne les choses, ils nous éclairent. Et c'est comme ça qu'on crée le partenariat parce qu'eux-mêmes, ils ont réfléchi sur notre plan de transport plutôt que d'être un simple prestataire qui répond à un appel d'offres. Et ça change vraiment tout. Et pour faire plus de boucles, il faut intégrer effectivement les commissionnaires pour qu'ils utilisent leur bureau d'études. Mais les bureaux d'études, il n'y aura pas de magie. C'est si vous leur envoyez toujours les mêmes flux avec les mêmes contraintes, il aura du mal, à mon avis, à sourcer. Par contre, si vous changez les règles du jeu, forcément, ça sera plus facile. Je pense. Oui, et on n'oublie pas que quand on donne l'ensemble des flux à un prestataire, lui, il va aller chercher le flux retour aussi. Donc, il a aussi des forces de vente qui vont aller voir des clients et essayer de trouver, en même temps que votre appel d'offres, d'autres appels d'offres où on va pouvoir compléter les flux et imbriquer les autres. Donc, on peut être assez malin et permettre à nos prestataires, en fait, d'avoir une vue plus globale des flux pour eux-mêmes avoir une approche qui vont aller dans notre sens et pas seulement dans leur sens à eux. D'exécuter la prestation tout simplement, bêtement, comme on leur demande, avec les effets de bord qui vont se voir dans les coûts finalement, qui vont remettre, qui vont être générés par l'entreprise et qui vont être directement relatifs au prix qu'ils vont remettre dans les appels d'offres. Eh bien, nous n'avons plus de questions. Je pense que nous pouvons terminer ce webinaire qui a donc été enregistré et qui sera rediffusé sur YouTube. Le prochain webinaire aura lieu dans quelques semaines. Nous l'avons indiqué en début de webinaire. Nous referons un peu de promotion pour qu'il y ait des participants. On avait une quinzaine de participants, c'est vraiment très bien. Je vous remercie tous d'avoir organisé le webinaire pour la qualité des échanges, l'animation. C'est vraiment parfait pour éclairer les internautes, les adhérents, tous ceux qui veulent en savoir davantage pour progresser sur leur plan de transport, puisque les outils, les méthodes, les possibilités sont vraiment énormes dans le monde du transport. On espérera qu'on apportera encore de nombreux éclairages sur les 2 prochains webinaires. Donc, merci beaucoup à nos intervenants et je vous laisse le mot de la fin à chacun d'entre vous. Merci à tous. Je vous souhaite une bonne journée. On se retrouve de toute façon le 15 février pour parler des opérations, optimisation opérationnelle, gestion des aléas et de l'administration. Merci à Apple Supply Chain et ses adhérents et les participants aujourd'hui. Pareil, merci à tous. Merci à Jean-Baptiste pour l'organisation et puis au plaisir d'échanger, notamment sur les SITL ou les autres salons sur lesquels en général on est présent. Donc n'hésitez pas à venir nous voir. Merci. Très bonne journée à tout le monde. Merci à tous. Au revoir. À bientôt. Au revoir. Au revoir.